Voilà, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de votre magazine Face au pouvoir. Vous l'avez peut-être remarqué, nous avons reçu pour vous un candidat qui est à la course présidentielle. Il s'agit du candidat numéro 14, Alain Daniel Chikumba. Bienvenue. Merci. Voilà, c'est donc avec le candidat numéro 14 à la course de la présidentielle. Avec lui, nous allons parler processus électoral notamment parce que vous le savez que le 23, nous sommes déjà à la date fatidique. Dans quelques jours, ça sera les élections. Oui ou non, on ne le sait pas. On le saura tout au long de cette émission, mais également nous allons, comme vous le savez à l'accoutumée, on va vendre l'image de marque qui est Daniel Chikumba. Alors, dans l'entre-jeu, Daniel Chikumba, qui êtes-vous? Daniel Chikumba, je peux dire que c'est un Congolais, un homme marié, père de famille, un entrepreneur, physicien de formation et un activiste politique qui a toujours combattu pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais en proposant bien sûr des pistes de solutions. Voilà, activiste, ce qui m'intéresse, ce que vous dites. Activiste pendant combien d'années? Et activiste, est-ce dans le pays ou en dehors du pays? Activiste déjà dans le pays, parce que quand j'étais étudiant à l'université de Kinshasa, j'étais déjà très actif pour tout ce qui concernait les conditions de vie de la communauté estudiantine. Et à cause de cet activisme, j'ai même été arrêté à une certaine époque pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Ah bon? Oui. Qu'est-ce que vous avez pu faire? En fait, comme vous savez, en République démocratique du Congo, les gens ne sont pas habitués comment dirais-je, à revendiquer ce qui est bien pour la population. Je vais vous expliquer ce qui nous a conduit à cela. À l'époque, j'étais d'abord comme étudiant ordinaire et il y avait cette histoire de partenariat parents-professeurs. Et on pensait que c'était l'abandon de l'éducation par l'État. Et on voulait mettre l'État devant ses responsabilités. Alors, on avait revendiqué cela, ce qui avait conduit à des résultats, parce qu'à cette année-là, les étudiants n'avaient pas payé comme ils devraient payer. Donc, l'ancien président, M. Laurent Désiré Kabila, avait pris la responsabilité de financer les frais de fonctionnement de l'université. Mais une année après, la même chose est revenue et c'est à cette époque-là qu'il avait proposé le comité de pouvoir populaire. Et vous faisiez partie du comité? Non, moi j'étais dirigeant des étudiants, j'étais coordonnateur des étudiants, donc leader des étudiants. Alors nous, on s'opposait contre cette façon de faire les choses parce qu'on pensait que l'argent qu'on utilisait dans le comité de pouvoir populaire pouvait être utilisé pour résoudre des vrais problèmes de la population congolaise, notamment la communauté estudiantine, qui a des problèmes au niveau des logements, qui a des problèmes au niveau des transports, qui a des problèmes au niveau des frais académiques et ainsi de suite, alors qu'il y avait à peu près 2 millions de dollars chaque mois qui étaient donnés au comité de pouvoir populaire pour résoudre le problème. Mais aujourd'hui, vous pouvez passer à l'université de Kinshasa, vous ne verrez aucune trace de ces 2 millions de dollars qui étaient donnés chaque mois. Donc, quand on disait que ce n'était pas la bonne façon de procéder, que ce n'était pas la bonne façon d'aider la communauté estudiantine, certaines personnes qui profitaient de cet argent ont fait courir le bruit comme quoi j'étais un agent de la CIA manipulé par la communauté internationale pour déstabiliser le pays. Et vous n'y étiez pas? Je ne l'ai jamais été. Pourquoi je le serais? Pourquoi je le serais? Parce que moi je pense que les solutions doivent venir des citoyens d'un pays et non des gens qui ne sont pas citoyens de ces pays, parce que non seulement ils n'ont pas la culture, mais ils n'ont pas la connaissance approfondie de ces pays-là. Donc pourquoi je vais être un agent d'une certaine communauté internationale pour déstabiliser mon pays? Alors je crois que nos internautes qui suivent cette mission Face au pouvoir connaissent un tout petit peu qui est Daniel Alain Chikumba. Alors nous allons revenir dans le processus électoral. Nous sommes à quelques jours du processus électoral. Daniel Chikumba, qu'est-ce qui se passe? On ne vous sent pas. Bon, qu'est-ce qui se passe? On ne me sent pas. Ah bah, vous avez démissionné? Non, non, pourquoi je vais démissionner? En fait, j'ai juste pris la décision
de faire une campagne minimaliste, tout simplement parce que, et si je le fais, c'est parce que nous avons suscité beaucoup d'espoir auprès de la population. Nous savons dès le départ qu'on avait posé des préalables à la commission électorale indépendante et aux organisateurs. On avait démontré clairement que la machine à voter n'était pas un bon outil pour que le résultat qui sera proclamé soit réellement le choix des Congolais. On avait parlé avec on avait dit à la commission électorale indépendante de pouvoir faire le toilettage du fichier électoral parce que nous avons à peu près 10 millions d'électeurs sans emprunt. Alors, ces préalables-là n'ont jamais été pris en compte par la jusqu'à ce jour par la CENI. Et donc, sans ce préalable, nous savons que le résultat qui avait été pré-arrangé depuis le mois de novembre 2017, ce sont ces résultats-là qui seront proclamés. Alors, vous savez, donc vous êtes frustré. Je ne suis pas frustré. Je ne suis pas frustré parce que les espoirs de la population restent intacts. Le peuple espère un changement qui ne viendra pas au travers de ce processus électoral. Vous vous rendez compte? Donc, moi, personnellement, j'avais pris la décision de me retirer du processus électoral parce que je pensais que ça n'allait pas aboutir aux résultats attendus par la population. Mais ceux qui croient en moi m'ont dit, mais non, vous ne pouvez pas nous abandonner, venez. Mais vous savez que battre la campagne, c'est mettre le moyen financier. Et vous n'en avez pas? Mais non, qui vous dit que je n'ai pas le moyen financier? 100 000 $ à payer quand il faut mais attends, avant même de payer 100 000 $, on a dépensé plus que ça. Oui, donc il y a plusieurs voyages qu'on a fait à l'étranger, il y a plusieurs personnes qu'on a rencontrées à l'intérieur du pays. Au mois de février 2018, on avait recruté 30 000 jeunes Congolais qui devaient marcher à travers le pays pour pouvoir poser des questions aux Congolais. Qu'est-ce qu'ils attendaient des dirigeants qui allaient être élus en décembre 2018. Ça veut dire que vous ne voyez que les 100 000 $, mais il y a beaucoup d'argent qui avait déjà été dépensé en amont et qui continue à être dépensé. Je peux vous dire que même sans battre campagne aujourd'hui à Kinshasa, je ne dépense pas moins de 3 000 $ par jour. Donc dire qu'on n'a pas le moyen pour le faire, ça c'est faux. Mais le problème, pourquoi mettre toutes les énergies quand on sait que les dés sont pipés d'avance? Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, si nous restons dans la campagne, c'est parce que nous voulons continuer à dire aux Congolais de s'opposer aux résultats qui vont sortir de ces résultats. S'opposer aux résultats, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire vous appelez la population au soulèvement, contestation le 23 décembre? Non, écoutez-moi. Je dis très clairement, si la CENI voulait organiser de bonnes élections, la CENI aurait écouté les revendications des uns et des autres. N'est-ce pas? Parce que ces revendications sont fondées. Aujourd'hui, j'avais fait une démonstration sur les possibilités de tricherie qu'allait occasionner la machine à voter. Est-ce que la CENI a fait une démonstration contraire? Est-ce que vous, les candidats à la présidentielle, avez fait un lobbying pour soutenir ce que vous avez amorcé? Non, ce n'est pas un problème de lobbying. Déjà, même si un individu, je suis congolais, au-delà d'être candidat président de la République, ça pouvait être n'importe quel individu qui pouvait faire cette démonstration-là. C'est à la CENI de rassurer les Congolais, n'est-ce pas? On n'est pas obligé d'être candidat président de la République pour soulever ce qui ne va pas. On a soulevé un problème avec une démonstration. C'est à la CENI de nous montrer, à nous, n'est-ce pas? Parce qu'il faut rassurer, il faut apaiser les gens, n'est-ce pas? Pour dire ce que Shekomba a fait n'est pas vrai, voici exactement à quoi va servir le QR code, voici comment nous allons les lire et voici comment nous allons faire les comptages. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais vu une démonstration contraire. La seule chose qu'on avait vu, nous, c'est un communiqué qui ressemble à un tract, sans signateur. Ça veut dire? Cellule de communication, ça veut dire quoi? Personne n'a assumé. N'est-ce pas? Un communiqué, il faut qu'il y ait quelqu'un qui assume, qui dise, c'est moi, j'ai telle fonction, j'ai tel nom et je signe.
Mais dire cellule de mais qui a pouvoir de signer? Ce n'est pas Corneille Nangaa. Non, mais attends, vous lisez les communiqués que la CENI avait envoyé publier, vous allez voir qu'il n'y a pas de signateur. Il n'y a pas de signateur. Donc nous sommes dans le farce. Ben voilà, c'est cellule de communication. Pourquoi personne n'a assumé cette déclaration? Pourquoi personne n'a assumé cette déclaration? Et pourquoi la CENI n'a pas organisé? Parce que je vis Corneille Nangaa l'autre fois face au public. Lors de l'incendie? Non, pas lors de l'incendie. J'ai vu une émission sur CMB ou je ne sais pas quelle télévision là, où il était en train de parler aux étudiants et consorts. Mais il pouvait refaire la même démonstration, mais dans le sens contraire, en montrant que ce n'était pas vrai, ce qui n'a pas été le cas. Aujourd'hui, nous avons des problèmes qui sont réels. Parce qu'en fait, quand les gens disent « vous n'avez pas d'argent » ou que vous disparaissez, ça c'est faux. Ou que vous avez peur de l'élection le 23 décembre. Non, je n'ai pas peur des élections le 23 décembre. Je vais prendre une expression camerounaise qui dit hein, « mouillé c'est mouillé, il n'y a pas de mouillé sec ». N'est-ce pas? Donc, quand vous entrez dans l'eau, vous serez mouillé, il n'y a pas de mouillé sec. J'ai payé 100 000 $. J'ai pris, moi, j'avais déclaré ma candidature le 17 octobre 2017. Ok, ça veut dire que ça faisait très très longtemps avant même que le calendrier de la CENI puisse être publié. Donc pourquoi je suis conséquent? Je suis conséquent, je sais de quoi je parle. Et quand j'avais déposé ma candidature, j'avais dit je vais tout faire pour crédibiliser ces élections. Je vais tout faire pour crédibiliser ces élections. Ma démarche est allée dans le sens de pouvoir crédibiliser les élections. Malheureusement, vous n'avez pas trouvé gain de cause. Mais si on ne trouve pas gain de cause, c'est qu'il y a des gens en face qui ont déjà des résultats, qui sont déjà dans leurs poches. Et là, vous taxez le FCC? Non, mais pourquoi est-ce que c'est les toujours Corneille Nangaa? Mais est-ce que c'est les FCC qui organisent les élections? Il y a une... Parce que l'opposition, souvent, vous dites qu'il roule pour le pouvoir. Mais attendez... Que Nangaa roule pour le pouvoir, que tout ce que Nangaa fait, c'est au profit du pouvoir. Il y a une commission électorale nationale dite indépendante. Vous croyez que la commission nationale indépendante est vraiment indépendante? Je ne suis pas là pour faire des procès d'intention. Moi, je montre des évidences, n'est-ce pas? La première évidence, c'est que la machine à voter pose problème au niveau de... la commission électorale indépendante va proclamer ses résultats et nous allons aussi proclamer les résultats sur base des procès-verbaux manuels que nous allons recevoir. L'application est déjà publiée. Il y a beaucoup de jeunes Congolais, beaucoup d'internautes congolais. Même si on coupait l'Internet pendant 3 jours ou 4 jours, le jour où l'Internet reviendra, on aura des procès-verbaux, n'est-ce pas? Et on va proclamer les résultats. Et nous allons voir, parce que nous n'allons pas arrêter avec ce combat-là. On a dit dès le départ que notre souci ici, c'est de crédibiliser le processus électoral. Notre souci ici, c'est de rationaliser les débats politiques pour rationaliser la gestion de l'État. Il est temps que ça s'arrête, cette façon de faire où les gens ont toujours tendance à tromper le Congolais. Avec de beaux discours, sans action. Vous savez, quand je dis non à la machine à voter, je démontre pourquoi je dis non à la machine à voter. Quand je dis que je ne fais pas confiance à la machine à voter, je mets en place les outils de contrôle. Vous vous rendez compte? Je mets en place les outils de contrôle. Et voilà, Tinda PV. Hein? Chacun doit envoyer le PV parce que nos témoins ont le droit d'avoir le PV manuel qui sera contresigné par tout le monde. Et il n'y a que le résultat de ce PV-là que nous allons voir. Alors, que la commission électorale indépendante, aujourd'hui, s'il y a des bureaux fictifs qui ne sont pas déclarés, ces bureaux fictifs ne seront pas pris en compte dans notre application. Parce que nous prenons en compte le bureau que la CENI a déclaré, avec leur localisation. N'est-ce pas? Donc, on est là, justement, pour que finalement, on arrête
Malheureusement, ou heureusement, je le dis, quand je fais le parcours, je vois que c'est votre projet de société. Mais ce qui me touche profondément quand je le dis en tant que journaliste, je me dis pourquoi la suppression des médias? Qui a dit les médias? Vous avez parlé, 8e engagement, suppression du ministère des médias au seul maintien du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Pourquoi? Vous savez... Est-ce que vous êtes lésé avec le ministre de la Communication, Lambert Mendy? Non, vous savez, je répète toujours cette réponse-là. Quelle réponse? Je n'individualise jamais les problèmes. Mais j'ai comme l'impression qu'il vous a lésé peut-être au cours excusez-moi, je vais avec ses communications. Non, pas du tout. Ou le fait peut-être que la RTNC est au service du pouvoir. À un moment donné, on se dit, bon, comme moi je serai président de la République, alors ce service-là, je vais essayer un peu de... La question que je pose, oui. Est-ce que le ministre Lambert Mende est le propriétaire du ministère des Communications et des Médias? Il n'est pas le propriétaire, mais il est le gérant. En tant que ministre, alors que il a un droit de regard. Attends, c'est une fonction, n'est-ce pas, qu'il occupe à un temps très bien déterminé, ou à une période très bien déterminée. Donc ici, nous sommes en train de vouloir construire une démocratie. Et dans une démocratie, on doit laisser la liberté de la presse. On veut que cette liberté soit régulée par l'organe voulu par la Constitution, n'est-ce pas, qui est le CESAC, pour pouvoir réguler. Mais et les moyens et le contenu des informations aujourd'hui sont contrôlés par les ministères des médias et des communications. Vous vous rendez compte? Alors, ce n'est pas à cause des ministres actuels qu'on fait ça, mais on le fait pour la République. Et puis, le ministre actuel de la communication, c'est l'ami de mon frère. Ça ne veut rien dire. Ben voilà, donc, non. Ça ne veut rien dire. Non, ça veut dire que, non, ça ne veut rien dire. Mais le problème, on ne se connaît pas individuellement, mais je sais que c'est l'ami de mon frère. Ils ont étudié ensemble à l'OJA et ainsi de suite. Et il n'y a aucun conflit personnel, n'est-ce pas, entre lui, moi ou ma famille. Et donc, je ne vois pas pourquoi les gens aiment individualiser en disant c'est parce qu'il vous a lésé. Ça fait combien d'années que le ministre Mende est ministre de la Communication? Ça fait plusieurs années. Oui, même avant lui, il n'y avait pas d'autres personnes? Il y avait eu. Oui, bon, après lui, il n'y aura pas d'autres personnes? Il y en aura un, sauf que pour le moment, c'est lui qui tire. Non, ce n'est pas ça. Je ne vais vraiment pas individualiser cette question-là. Si vous avez bien lu, comment dirais-je... Suppression. Oui, si vous suppression avez... du ministère des Médias. Oui, si vous avez bien lu les développements qui soutiennent cette suppression-là, vous allez comprendre que ce qui est visé, n'est-ce pas, c'est justement la liberté de la presse. Vous pensez qu'à ce stade, la presse congolaise n'est pas libre? Elle est en train de Il y a combien de de... journalistes en prison? Il y a combien de radios télévisées, des radios et des télévisions qui sont, comment dirais-je, suspendues pour avoir une ligne éditoriale quelconque? Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et j'insiste. Donc avec vous, président de la République, la presse va se retrouver. Mais que les médias vont s'exprimer librement. Pourquoi les législateurs avaient voulu qu'on ait dans la Constitution des organes d'appui à la démocratie? Non. Pour pouvoir appuyer la jeune démocratie que nous sommes, n'est-ce pas? Entre ces deux organes, entre autres, il y a la Commission électorale nationale indépendante et le CESAC. Voilà. Donc, si le législateur a voulu que ça soit régulé de cette façon, alors qu'il y avait le ministère des médias et des communications, c'est qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Et ce législateur-là n'est pas chez Combat. C'est une constitution qui a été adoptée en 2006 par référendum populaire. Vous croyez à notre constitution? Si notre constitution était respectée, je pense que c'est la meilleure constitution. Et malheureusement, elle n'est pas respectée de vous en vous. Quelle est votre approche? Ça veut dire quand vous constatez que l'on dit une chose, que l'on fait le contraire? Mais justement, quand je suis en train de parler de 12 engagements, oui, je l'ai lu, vous avez le premier engagement, c'est le respect de la Constitution. Voilà.
Donc si vous devez torquer sur cela, c'est-à-dire que vous avez fait un constat amer, certainement, en RDC, on ne respecte pas ce qui est écrit dans la Constitution. Je vais prendre un article qui m'intéresse beaucoup plus. Réellement complice de cette histoire, que on aurait, le FCC aurait juste organisé un congrès et dire voilà, le président ne peut pas se représenter parce qu'il veut respecter la Constitution et il transfère le pouvoir à son dauphin. Parce que organiser des élections... Vous pensez que ça aurait été facile que la classe politique congolaise puisse accepter si on entrait dans ce chemin-là? On a été à la SENCO, on a été dans l'accord de la SENCO, plusieurs accords, ça n'a pas marché. Vous pensez, moi je pense logiquement que ça aurait coûté moins cher aux Congolais, que ce soit en termes de financement, en termes de temps, n'est-ce pas, et en termes même de vies humaines. Parce que c'est quand même très, comment dirais-je, c'est quand même... très costaud? Non, pas costaud, c'est irrationnel. Vous vous rendez compte? Vous avez un processus électoral qui a été bâclé dès le départ. On nous dit que les 10 millions d'électeurs que nous avons, c'est parce qu'ils promettaient aux chefs de bureau d'enregistrement de bonus s'il a enregistré 75 personnes par jour. Et pour aller vite, ces gens mettaient leurs propres mains comme empreinte pour aller vite. Et on se retrouve avec des bureaux où vous avez enregistré par exemple 3000 personnes, tous ont les mêmes empreintes et les empreintes du chef du bureau. Pourquoi on n'avait pas contrôlé ça dès le départ, n'est-ce pas, pour pouvoir éliminer ce genre de choses? On nous laisse aller. On nous laisse aller avec ça. Et moi je découvre ça, non pas à la CENI, mais je découvre ça en discutant avec un diplomate étranger. Quand on parle des empreintes digitales, il me dit non, cette histoire-là, la CENI nous a expliqué que c'est parce que c'était leurs agents qui faisaient cela. Mais pourquoi la CENI ne pouvait pas avoir le courage de dire aux Congolais que c'était la mauvaise gestion ou la mauvaise compréhension de la responsabilité qu'ils ont reçue qui a conduit à ces choses? Vous vous rendez compte? Donc quand on pose la question aux gens de la CENI, ils disent non, c'est parce que nous avons des Congolais qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas de mains, parce que nous avons des Congolais qui font des travaux manuels et ils ont perdu leurs empreintes. Et de l'autre côté, ils vont dire aux diplomates étrangers la vérité. Ils respectent la population ou ils respectent les diplomates étrangers? Vous pensez que si Corneille Nangaa disait la vérité, comme il l'a dit aux diplomates, il l'aurait fait avec la population congolaise, vous l'aurez cru? Vous savez, moi j'avais proposé au président de la CENI une démarche très logique, ça fait plus de 6 mois. Laquelle? Je me dis, donnez-nous la liste de ces électeurs sans empreinte et nous allons développer une application qui fait la discrimination sur base des adresses, pas sur base d'empreintes digitales. Et on allait localiser ces électeurs. Où est-ce qu'ils se sont fait enrôler, dans quelle région ils se trouvent, n'est-ce pas? Et on pouvait déployer des kits pour la régularisation. Parce qu'en fait, il est question de rassurer. Même si la faute avait déjà été faite, je ne suis pas ici pour, comment dirais-je, faire la guerre ou discréditer. Je suis ici pour crédibiliser les élections. J'ai toujours insisté là-dessus. Vous vous rendez compte? Mais vous êtes même la bête noire. Comment? Vous êtes la bête noire, vous êtes devenu la bête noire du pouvoir, vous êtes devenu la bête noire de Corneille Nangaa parce que vous le matraquez, vous donnez des coups à tout moment? Non, je ne donne pas de coups. Moi je veux que les Congolais soient respectés. On doit être respectés, n'est-ce pas? On doit être respectés. Ce sont nos élections, c'est l'argent du trésor public qui a été dépensé, n'est-ce pas? Cet argent pouvait servir à construire les hôpitaux, à financer l'éducation et consorts, mais on s'est dit que pour pouvoir être dans une démocratie, on doit organiser les élections. Alors ces élections doivent être de bonnes élections, des élections qui servent réellement à la population. Donc ça coûtait quoi au président de la CENI? Tout le monde qui fait un peu l'informatique sait que avec une clé de discrimination basée par exemple sur les adresses, on peut directement savoir dans quelle région ou dans quelle localité se trouvent ces gens et ils sont au nombre de combien, n'est-ce pas? Et avec cela, on peut régulariser pour éviter justement cette confusion
La confusion règne déjà au niveau de la machine à voter. La confusion règne au niveau des fichiers sans empreinte. La question qu'on se pose, le président de la CENI joue au kamikaze en fait. Il veut à tout prix, même s'il y aura les chaos après élection, mais qu'il puisse réaliser son assignment. Hein? Ça veut dire le travail qui lui a été confié. Mais, sa tâche, dire oui, sa tâche. Les élections le 23 décembre. Oui, il organise les élections le 23 décembre. Que ça casse ou ça passe, que ça soit crédible ou pas crédible. Public. Et puis, le ministre actuel de la communication, c'est l'ami de mon frère. Ça ne veut rien dire. Ben voilà, donc, non. Ça ne veut rien dire. Non, ça veut dire que, non, ça ne veut rien dire. Mais le problème, on ne se connaît pas individuellement, mais je sais que c'est l'ami de mon frère. Ils ont étudié ensemble à l'OJA et ainsi de suite. Et il n'y a aucun conflit personnel, n'est-ce pas, entre lui, moi ou ma famille. Et donc, je ne vois pas pourquoi les gens aiment individualiser en disant c'est parce qu'il vous a lésé. Ça fait combien d'années que le ministre Mende est ministre de la communication? Ça fait plusieurs années. Oui, même avant lui, il n'y avait pas d'autres personnes? Il y avait dit. Oui, bon, après lui, il n'y aura pas d'autres personnes? Il y en aura, sauf que pour le moment, c'est lui qui tire. Non, ce n'est pas ça. Je ne vais vraiment pas individualiser cette question-là. Si vous avez bien lu, comment dirais-je... Suppression. Oui, si vous Suppression avez... du ministère de Médias. Oui, si vous avez bien lu les développements qui soutient cette suppression-là, vous allez comprendre que ce qui est visé, n'est-ce pas, c'est justement la liberté de la presse. Vous parce pensez que qu'à ce nous sommes stade, dans la une presse démocratie congolaise n'est pas libre? Non, pas du tout. Elle est en train de il y a combien de journalistes en prison? Il y a combien de radios télévisées, des radios et des télévisions qui sont, comment dirais-je, suspendues pour avoir une ligne éditoriale quelconque? Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et j'insiste là-dessus. Donc avec vous, président de la République, la presse va se retrouver. C'est ce qu'il faudra retenir. Mais que les médias vont s'exprimer librement. Pourquoi les législateurs avaient voulu qu'on ait dans la Constitution des organes d'appui à la démocratie? Pour contrôler? Non. Pour pouvoir appuyer la jeune démocratie que nous sommes. N'est-ce pas? Entre ces deux organes, entre autres, il y a la Commission électorale nationale indépendante et le CESAC. Voilà. Donc, si le législateur a voulu que ça soit régulé de cette façon, alors qu'il y avait le ministère des médias et des communications, c'est qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Et ce législateur-là n'est pas chez Combat. C'est une constitution qui a été adoptée en 2006 par référendum populaire. Vous croyez à notre constitution? Si notre constitution était respectée, je pense que c'est la meilleure constitution au monde. Et malheureusement, elle n'est pas respectée de bout en bout. Quelle est votre approche? Mon approche, c'est-à-dire? C'est-à-dire quand vous constatez que l'on dit une chose, que l'on fait le contraire. Mais justement, quand je suis en train de parler de 12 engagements, je l'ai lu, vous avez le premier engagement, c'est le respect de la Constitution. Voilà. Donc si vous devez torquer sur cela, c'est-à-dire que vous avez fait un constat, mais certainement en RDC, on ne respecte pas ce qui est écrit dans la Constitution. Je vais prendre un article qui m'intéresse beaucoup plus. Quoique tous les articles s'équivalent. L'article 58 de la Constitution dit: tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales et le gouvernement a le devoir d'assurer la distribution équitable. Sans prendre les articles de constitution, on dit non, les mandats, parce qu'en fait, les gens s'intéressent beaucoup plus aux articles qui sont politiques. Les articles qui poussent à dire ôte-toi de là que je m'y mette. Mais il y a des articles qui préservent les droits de tous les Congolais. Qui en parle? Aujourd'hui, qu'on me montre qui de tous ceux qui sont en politique ou qui ont agi dans la politique congolaise aujourd'hui, quel est l'état de l'application de l'article 58 de la Constitution? N'est-ce pas?
N'allons pas, quand on parle du respect intégral de la Constitution, n'allons pas tout simplement voir les questions qui sont liées au mandat du chef de l'État, les questions qui sont liées, je ne sais pas, à la nationalité. Voyons déjà ce qui dit cet article 58 là. Que tous les ministres qui se sont succédés, que tout le Premier ministre, que tous les membres du Parlement, comment ils ont défendu l'article 58. Donc vous pensez qu'il faut une nouvelle classe politique? Il faut raser la classe politique existante qui est là? Est-ce que le problème du Congo est lié à la classe politique congolaise? Non. Et vous savez, je ne vais pas me répéter pour faire encore des leçons de l'histoire. Mais la répétition, c'est la meilleure leçon. Voilà. La peur de l'autorité, surtout celui qui tient l'arme, a été écrite dans l'ADN du Congolais. C'est-à-dire? Quand Léopold II était propriétaire de cette terre ici, on a coupé les oreilles, on a coupé les bras, on a coupé tout ce qu'il fallait aux Congolais pour les pousser à produire au profit du roi. La population a été terrorisée. Le premier roi de l'histoire qui a été condamné pour crime contre l'humanité, c'est Léopold II. Même si les gens oublient cela aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier. Et comme sanction, il était obligé de restituer ou de passer sa colonie à la Belgique. Mais la Belgique a acheté cette colonie. Et donc, que ce soit Léopold II, que ce soit la Belgique, ils ont tous utilisé et les terres congolaises et les populations congolaises comme des outils de production en leur faveur. Donc, ils doivent être poursuivis par la Cour pénale internationale à ce stade. S'il faut conclure. Alors, on entre dans les indépendances avec ce climat-là, avec cette peur de la force publique qui était constituée de mercenaires et de quelques Congolais, Brito, n'est-ce pas? Lumumba l'avait dit, on était chicoté matin, midi, soir selon qu'on était noir. Hein? Et c'est le discours qui a créé des problèmes, mais c'est la vérité. N'est-ce pas? On entre et une semaine après l'indépendance, on plonge le Congo dans le chaos, sachant qu'on n'avait pas préparé une élite capable de pouvoir gouverner un État. La sécession katangaise, la sécession du Sud Kasaï, le Congo a perdu ses ressources. Les négociations, ce qu'on a appelé table ronde économique, le président Mobutu lui-même disait, on était en face des requins de la haute finance et on n'a rien eu. On prive le Congo de ses ressources, n'est-ce pas? On plonge le Congo dans le chaos. Et quand Mobutu sort de cette guerre en 1965, le politicien ne s'entendait pas exactement comme aujourd'hui et il devient un Léopold II. Donc c'est la même mise en scène depuis l'époque coloniale jusqu'à ce jour, c'est toujours les mêmes, la communauté internationale toujours qui est en train de tirer, qui est en train de mettre, de créer des zizanies entre le peuple congolais. Non. Il faut que la population congolaise sache qu'elle doit trouver des solutions à ses propres problèmes. Vous vous rendez compte? Il faut que la population congolaise, il faut que nous puissions savoir quels sont réellement nos problèmes. Où est-ce que nous avons failli et comment nous pouvons nous relever? Parce que la question, ce n'est pas de tomber. La question, n'est-ce pas, c'est comment se relever. Mais si on ne veut pas se relever, je ne suis pas là pour pleurnicher, pour donner la faute, comment dirais-je, à la colonisation belge, parce que ça fait plus de 60 ans, je pense 58 ans que nous sommes indépendants. Et si depuis 58 ans, nous ne sommes toujours pas capables de réfléchir nous-mêmes, nous ne sommes toujours pas capables d'apporter des solutions à nos problèmes, c'est qu'il y a un sérieux problème dans ce qu'on appelle l'élite congolaise. Et moi, ce qui m'intéresse, non, je suis là, je propose le 12 engagement. Oui, j'assume, ça, il n'y a pas de problème.
on propose le 12 engagements aux Congolais et on pose de vraies questions pour pouvoir avoir de bonnes réponses. Quand on ne pose pas de bonnes questions, on a de mauvaises réponses. Aujourd'hui, je vois tous ceux qui se battent veulent être calife à la place du calife. Mais qu'est-ce que ce calife va apporter? Qu'est-ce que ce nouveau calife-là? Est-ce qu'il va utiliser le Congo comme Léopold II, comme Mobutu, comme tous ceux qui suivent, ou bien il va réformater la façon de faire pour que le Congo devienne réellement un pays qui va vers le développement? Qu'est-ce que Shekomba va apporter dans cette population congolaise? Le 12 engagements, justement. Le 12 engagements, pourquoi je ne suis pas là en train de passer mon temps à promettre à la population congolaise des milliards de dollars. Vous n'avez pas de budget, hein, apparemment. Vous n'avez pas défendu un budget comme les autres candidats. Le Congo a déjà un budget et le budget de 2019 est même déjà promulgué. Je ne sais pas si on parle sérieusement ou si on raconte des histoires. Le budget de 2019 est déjà promulgué. Vous savez, c'est la politique qui est la base de chaque chose. La maîtrise du territoire, la maîtrise des populations, la maîtrise et le suivi des lois, n'est-ce pas, qui font qu'un pays puisse fonctionner. Et après viendront les moyens pour faire fonctionner ces pays-là, développer l'économie qui va impacter le social de la population. Je ne suis pas de ceux qui racontent des histoires. Je sais que avant de faire 100 pas, il faut commencer par le premier pas. N'est-ce pas? Je ne vais pas arriver au 100e pas tout en ignorant le premier pas. L'État doit exister. Quel est l'état de la nation aujourd'hui? En termes de la maîtrise du territoire, en termes de la maîtrise des populations, en termes de suivi de l'exécution de lois. Donc vous êtes l'homme parfait pour la situation congolaise. Mais malheureusement, vous vivez à l'étranger pendant plusieurs nombres d'années et on découvre Shekomba seulement à l'approche de la présidentielle. On se pose pourquoi est-ce qu'on doit découvrir Shekomba seulement à la présidentielle. Je peux vous dire que... Comment allez-vous faire pour avoir cette maîtrise de la population? Attendez, j'ai quitté la République démocratique du Congo à l'âge de 40 ans. À l'âge de 40 ans. Voilà, donc il ne faut pas... Je suis né en République démocratique du Congo, grandi en République démocratique du Congo, étudié en République démocratique du Congo, travaillé en République démocratique du Congo. Ce n'est pas parce que j'ai quitté la République démocratique du Congo en 2012 pour aller travailler à l'étranger. Donc 6 ans. Mais que vous allez... Il y a des gens qui ont quitté la République démocratique du Congo à l'âge de 17 ans. Ils ont grandi là-bas. Ils ne connaissent même pas la réalité congolaise telle que moi je la connais comme un Congolais ordinaire, qui sont candidats, mais on ne pose pas. C'est parce que Shekomba, n'est-ce pas? Non, moi j'ai posé la question à Noël Chani qui était là. J'ai posé la question à 38 ans. À l'étranger, il était là, j'ai posé la question. De tous ces candidats présidents de la République, qui était président des étudiants à l'université de Kinshasa? Apparemment, je vois si vous répondez à ce profil. Non, voilà. Je pose la question. Qui était? Je ne sais pas. Bon, voilà. Hein? C'est vous? Mais voilà, qui a commencé son combat alors qu'il était étudiant? Qui a été arrêté pour un combat pour sa communauté et même accusé à tort d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État? Non, vous savez, les gens racontent des histoires. Les combats que nous menons aujourd'hui, ce n'est pas un combat que nous avons débuté par opportunisme. Ce n'est pas par opportunisme, c'est par conviction et par amour pour le Congo. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas par opportunisme. Donc quand les gens veulent dire oui, vous habitez à l'étranger, c'est comme si je suis né à l'étranger, je n'ai jamais étudié en République démocratique du Congo. Je connais les conditions de vie de la République démocratique du Congo, les conditions de travail, les inégalités sociales, les conditions des étudiants. Quand je suis revenu ici à Kinshasa, je suis allé visiter ma dernière chambre de l'université de Kinshasa. Elle est encore là et elle est dans un état où il y a même... En fait, les conditions ne font que s'empirer au jour le jour. Hein?
On n'est pas là pour faire la politique politicienne. Vous ne pensez pas que vous aurez peut-être proposé, par exemple, revenir donner cours, devenir professeur, pour espérer devenir recteur de l'université de Kinshasa, pour essayer de remettre les choses en ordre quand même, moi je pense. Mais comment voulez-vous, attendez, pour un grand leader de l'UNIKIN. Attendez. Moi je l'espère. Attendez. Nous sommes comme une machine avec plusieurs engrenages, n'est-ce pas? Si l'engrenage principal ne donne pas l'impulsion qu'il faut, vous pensez que les engrenages secondaires vont bien tourner? Qui est l'engrenage principal? Mais qui est le garant de l'État, madame? Donc, si je dois revenir à l'engrenage, c'est-à-dire même le 23 décembre, il n'y aura pas de solution. Aussi longtemps qu'on a le même système, donc on n'aboutira à rien. Donc il ne fallait pas avoir des élections. Mais c'est pour ça qu'on propose. Quand je me pose, quand je dis que je suis candidat, c'est parce que je me dis que l'alternance des personnes ne suffit pas. Au-delà de l'alternance des personnes, il faut l'alternance des systèmes. Et quand nous sommes en train de proposer le 12 engagements, ce sont les 12 engagements qui vont porter ce système, qui va remplacer, qui sera l'alternative au système actuel. Donc, vous savez, quand les gens disent « ouais, 100 000 $ c'est beaucoup d'argent », vous auriez dit aider les pauvres. Non, mais vous allez le récupérer parce que vous êtes déjà depuis sénateur. Attendez, vous serez sénateur. Je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. Donc vous allez le récupérer en étant un sénateur. Pendant, au bout d'une année, vous allez récupérer les 100 000 $. Non, mais vous savez que qu'est-ce que je vais m'ennuyer en étant sénateur? Vous connaissez le rôle des sénateurs? Hein? Ce sont des législateurs. Ah non, je suis encore trop jeune pour m'ennuyer en étant sénateur. Les sénateurs attendent quand la loi est déjà discutée au niveau de, comment dirais-je, de la chambre basse du Parlement, quand elle a même déjà circulé dans le monde entier, et puis après on vient vous proposer pour valider. Attendez, j'ai encore de l'énergie et de la force. Je ne vais pas, comment dirais-je, m'asseoir en train d'attendre. Je suis un homme d'action. Vous vous rendez compte? Donc ce n'est pas, je ne suis pas là pour être sénateur. Donc vous n'êtes pas là pour être sénateur. Oui. Si je dois conclure, puisque nous allons vous chuter, si le 23 décembre, Daniel Shekomba n'est pas candidat à président, c'est-à-dire Daniel Shekomba va rester au pays ou Daniel Shekomba va revenir encore pour l'élection qui viendra après 5 ans pour postuler toujours à la présidence de la République? Alain Daniel Shekomba Okende va financer l'intériorisation par les Congolais de 12 engagements. Alain Shekomba Okende va rester au pays après les élections, rationaliser les débats politiques, enfin de rationaliser la gestion de l'État, ce qui manque gravement aujourd'hui dans notre pays. Donc, que les gens ne pensent pas que je suis là par opportunisme, je ne l'ai jamais été, même de l'étranger. La mission nouvelle a toujours fonctionné, on a toujours pris position. Or, malheureusement, je me rappelle encore d'une amie qui disait, le malheur avec les Congolais, c'est que quand ils ne connaissent pas quelque chose, ils pensent que ça n'existe pas. Vous vous rendez compte, hein? Et on a toujours pris des positions. Si vous allez un peu sur Internet, vous allez voir des positions de 2012, 2013, 2014, 2016 contre les dialogues, et ainsi de suite. Donc ce n'est pas de l'opportunisme. Je n'apparais pas là. Et puis, les 12 engagements que vous voyez là, ce n'est pas un travail précipité. Ce n'est pas un travail qui a été fait dans la précipitation. C'est un travail qui a pris du temps. C'est un travail d'analyse approfondie et de synthèse. On a synthétisé le problème congolais et on a proposé des solutions sous forme de 12 engagements. Donc c'est pas... et je suis vraiment content de ce travail parce que ce n'est pas un travail opportuniste où je viens faire rêver les Congolais en disant que je vais vous apporter autant de milliards pour développer l'économie, alors que je sais qu'il n'y a pas encore de sécurité dans le pays, n'est-ce pas, hein? Je viens, comment dirais-je, je vais vous apporter 45 milliards ou 100 milliards pour développer vos conditions sociales, alors que je n'ai pas encore établi la justice sociale, n'est-ce pas? Donc il y a des préalables qui mènent
vers l'épanouissement général et vers le développement d'un pays. Alors Daniel Shekomba, la toute dernière question. Si le 23 décembre nous irons aux élections, quel est votre mot à l'endroit de la population congolaise qui va vous suivre, ces milliers d'internautes qui vont suivre cette émission face au pouvoir, qui ont l'opportunité de connaître encore plus davantage qui est Daniel Shekomba? Qu'est-ce que vous leur dites? Je pense que les Congolais doivent prendre la décision en tenant compte de leurs conditions de vie actuelles. Si ils sont contents de leurs conditions de vie actuelles, c'est-à-dire de la façon dont ils mangent, de la façon dont ils travaillent, de la façon dont ils dorment, de la façon dont ils se soignent, de leur salaire, de la façon dont ils sont éduqués, c'est-à-dire de la scolarité, de la façon dont ils sont sécurisés, qu'ils votent pour la continuité, qu'ils votent pour les gens qui les ont toujours appauvris et qui les ont toujours menti. Mais s'ils sont comme moi, qui pensent que je ne suis pas content de ma sécurité, je ne suis pas content de ce que je mange, je ne suis pas content de la façon dont je suis soigné dans les hôpitaux, je ne suis pas content de mon environnement, et qu'il y a des responsables à qui on avait confié la gestion de l'État et qui n'ont pas fait ce qu'on attendait d'eux, qu'ils votent pour un autre Congo que nous allons construire ensemble, et qu'ils votent pour Alain Daniel Shekomba, le numéro 14. Voilà, c'était là donc le mot de fin de notre invité de ce jour, le candidat numéro 14, Alain Daniel Shekomba, qui nous a fait l'honneur de nous rejoindre sur ce plateau de Face au pouvoir. Vous l'avez suivi, vous avez suivi son projet de société, son engagement pour la nation, avec ces 12 engagements qu'il défend en long en large. J'ai pas de commentaires, c'était pour nous un honneur de vous avoir reçu. Et nous ne pouvons que vous souhaiter, au nom de toute l'équipe de Face au pouvoir, bonne chance pour les élections le 23 décembre, Daniel Shekomba. C'est face aux farces du pouvoir. Face aux farces, on tient à démontrer. Est-ce qu'on est en train de faire de la farce, ou on est vraiment en face d'un candidat potentiel qu'il faut pour le pays? Donc, les internautes vont juger, ils vont suivre. Donc, tout au long de votre projet de société, est-ce que nous reviendrons? Nous allons revenir encore. Vous avez dit que vous êtes là. Nous, on reviendra encore avec notre micro pour dire il avait dit ça. Même après une année, après 2 ans, est-ce c'est de la farce? Ou bien il était vraiment en face? C'est vraiment un politicien. Nous vous disons merci. C'est pas mauvais, hein? Vous le dites bien. Il y a des jeunes, 30 000 jeunes. On aimerait bien être aussi dans ce lot de 30 000 jeunes. Ouais. Dans ce dynamisme-là. Bah, écoutez, je remercie beaucoup Congo Suisse pour m'avoir ici. Et je pense que avec eux, comme vous avez constaté, le débat est ouvert, sans exclusif. Et j'encourage tout le monde qui voudrait bien faire passer un message, sans exclusif, de pouvoir passer sur Congo Suisse. Merci. Merci beaucoup.